Bienvenue dans le Jardin des Sources, un lieu où la pensée s'invite à de nombreux questionnements, loin des certitudes qui conditionnent les hommes à l'exil d'eux-mêmes. Ici, nous cherchons, nous interrogeons, nous écoutons. Car penser, c'est revenir aux sources, celles du langage, de l'expérience, du doute, de l'émerveillement. Animé par un échange entre Pierre et Hugo, un binôme justifié par une curiosité naturelle pour la vie des hommes, ainsi qu'une sincère amitié. Si vous voulez participer à l'émission en nous soumettant vos questionnements, c'est possible. Il suffit pour cela de nous contacter par mail ou via nos réseaux qui se trouvent en description du podcast. Nous tenterons d'intégrer vos questions en fonction de leur pertinence contextuelle. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager. Poussez la porte, le Jardin des Sources vous attend. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 19e épisode du Jardin des Sources. Comment ça va, Pierre ? Bien, très bien. Il fait beau, donc ça va bien. C'est vrai, il fait beau comme hier, Oui, mais pas comme avant-hier. Non, heureusement. Oui, on a eu des sacrées fluctuations sur le plan du climat. Oui. Et d'ailleurs, j'accuse un peu le coup en ayant la gorge prise et un petit peu mal au crâne. Mais ça devrait passer en compagnie de... Et tu remarques comme notre pensée est aliénée au soleil. Oui, au soleil, comme au froid. Comment on se sent ? C'est la géographie de notre âme, c'est le... Oui, c'est ça, c'est joli. La géographie de notre âme, c'est vrai. Eh oui. Sauf que le soleil se couche sans cesse dans notre âme. C'est vrai, c'est vrai. Donc tu soulèves l'idée du déterminisme sous différentes formes. Oui. On en a discuté hier et on s'était dit qu'on pourrait parler de l'aliénation, Oui. principalement sous la forme du travail. Et quand en amorce de cette émission, j'allais tout simplement te poser la question de savoir à quoi a ressemblé ta vie dans les grandes lignes sur le plan professionnel. On l'a déjà entendu sous différents épisodes, mais je veux dire, à partir de l'instant où tu as quitté l'école, et parce que les gens savent que tu as été professeur d'économie, mais tu as fait plein de boulots sous plein de formats différents. Tu n'as pas été que... Enfin, parce que en tant que prof d'économie, tu étais salarié, oui. Oui, souvent. Mais ça t'est arrivé d'être fonctionnaire aussi ? Non. Par contre, entrepreneur, tu l'as été. Oui. Donc tu as connu en fait le travail sous différentes formes tout de même. Oui. Les principales, les principales opposées, de toute façon. Oui. Celle où on est aliéné à un patron, Oui. et celle où on s'aliène d'être soi-même le patron. Alors, je n'ai pas le souvenir d'une aliénation à un patron. D'accord. Je pense que c'est dû à l'époque. 68 et post-68, on avait une espèce de liberté illusoire, mais quand même réelle, où tout était possible, le développement de la classe moyenne. C'était un privilège énorme, parce que je pense que c'est vrai que le travail est souvent pour des millions de gens une aliénation, et ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils survivent, nourrissent leur famille, etc. Si je regarde, j'ai eu le sentiment d'une liberté extraordinaire. Oui, et tu as commencé à travailler dans quoi une fois que tu t'es mis à Alors, à j'ai bosser commencé à travailler... déjà, j'ai passé mon bac en 68. Et la forme est assez drôle, parce que je n'ai pas eu le bac, c'est-à-dire j'ai eu entre 9 et 10. Pourtant, j'ai fait beaucoup d'efforts pour s'aborder. Et je me souviens d'un truc assez drôle, parce que le professeur de philosophie, j'ai passé la philo, me dit « Parlez-moi de Kant ». Et je lui réponds « Non ». Tu vois, c'était vraiment l'époque... c'est béni de pouvoir dire à un prof et passer son bac et dire non. Oui, l'anticonformisme, l'opposition à l'autorité. Oui, on existe comme ça, on exprime beaucoup de choses personnelles. Oui, bien sûr. Il ne faut pas croire que ce soit une vraie liberté. Mais ça m'a fait tellement de plaisir, lui dire non. C'est vrai que ça a été constant. Kant est quelqu'un qui me donne de l'urticaire. Mais il me dit pourquoi ? Pourquoi je l'aime pas, je lui dis. Donc, il m'a mis une très mauvaise note en philo qui m'a empêché d'avoir mon bac dans le fond, mais qui m'a fait entre 9 et 10. En français, il s'est passé un autre événement. Un autre professeur me dit en français, il me fait passer donc... il me dit, parlez-moi, est-ce que vous pourriez me parler de Montesquieu ? Je lui fais la même réponse. Je lui dis non. Et pourquoi ? Parce que c'est un juriste, c'est carré, il est ennuyeux.
Ça manque de poésie. Oui. Et alors, il m'a répondu, eh bien, si vous me le permettez, je vais vous dire pourquoi je pense que vous vous trompez. Et c'est lui qui a parlé pendant 3/4 d'heure à peu près de Montesquieu, et c'était lumineux. Et là, j'étais bouche bée, et c'était beau qu'il puisse... J'ai pas eu une mauvaise note en français. 19 C'est lui qui a parlé, mais par contre en philo, oui, j'ai eu 5 en philo, ce qui est marrant. Hein, parce que... Donc c'était cette époque de 68, cette pseudo-rébellion par rapport à l'ordre parental, etc. J'étais pas un fanatique, hein, pas du tout. Tu avais quand même jeté une pierre, il me semble, une brique ou deux. Oui, mais c'était un jeu pour moi. Je suis allé boulevard Saint-Germain où ça bastonnait grave. Oui. J'ai fait un peu le truc comme ça, parce qu'avec mon cousin qui était très rapide au sprint et moi aussi, on narguait un peu les CRS. Oui, mais tu n'avais pas de portée militante derrière tes gestes. Pas du tout, pas du tout. C'était un jeu, comment dire, il y a des jeux quand même plus attirants que ça. Alors après, j'ai fait comme tout le monde, j'ai trouvé du travail dans une librairie, la première librairie érotique. Je prends le journal et je vois marqué « Cherche vendeur dans librairie artistique » du journal. Ah, je me dis « Chouette, une librairie artistique ». J'aimais déjà les arts. Et puis non, c'était les premières... alors c'est au bal du boulevard Saint-Michel, j'avais cette librairie, Truong, près du caveau de la Huchette. Ça évoquait plein de choses. Mais c'était gentillet à l'époque, l'érotisme était gentillet. Oui. Mais j'ai travaillé un peu là comme vendeur. Ensuite, j'ai trouvé un travail de livreur à l'agence Rotter. Et qu'est-ce que en tant que vendeur, qu'est-ce que tu ressentais je veux dire, par rapport à ce que représentait le travail pour toi Je ou contre m'emmerdais toi un peu. Ouais, l'ennui. Donc. L'ennui, oui. L'ennui. J'aimais mieux le boulot de coursier pour l'agence Rotter parce que je bougeais dans Paris avec ma mobilette. Et là, c'était vraiment très sympa, quoi. J'ai adoré ça. C'est un métier que tu as trouvé comment ? Oh, là aussi, par un ami qui m'a dit, tu sais, il cherche des coursiers. Donc, je suis allé voir directement à l'agence Rotter et effectivement, il cherchait un coursier. C'était qui ? Je crois que c'est mon parrain qui m'a dit ça, mais... Enfin bon, bref, c'était des petits boulots comme ça. Voilà, ma vie professionnelle a été quand même... À l'époque, avec des petits boulots à Paris, on pouvait vivre. Ah oui. C'est une époque que les gens qui ont mon âge oui. Pas. C'est pour ça que maintenant j'ai une analyse de la destruction de la classe moyenne, qui était une redistribution des richesses, qui était magnifique, parce que cette redistribution créait de la richesse. Oui. Et je pensais à la théorie keynésienne, dans le fond, qui dit que si on ne protège pas la demande effective, on corrompt la production. Parce que votre production est viable si elle est achetée. Bien sûr. Il faudrait qu'on leur dise, là, parce que les économistes se succèdent et personne ne pense que la rétention ou la transformation, ça date déjà d'Aristote qui disait l'accumulation tue l'oikos, c'est-à-dire la communauté. C'est-à-dire la transformation de la richesse créée en épargne, donc une partie qui est retenue de ce qui peut être transformé en pouvoir d'achat, eh bien, détruit le système économique, et en même temps, évidemment, c'est un transfert du pouvoir d'achat à l'accumulation et à l'épargne et à l'enrichissement exagéré. Donc, c'est une loi économique, c'est ni de gauche ni de droite, alors chacun dit prendre aux riches, etc. Oui. Non, rétablir une cohérence dans les lois de l'échange et de la redistribution, c'est ce qui permet une pérennité que j'ai connue, moi, qui était le développement de la classe moyenne. Et c'est pas un hasard si elle a disparu. Parce que la classe moyenne, c'est une sorte de marchepied social entre les pauvres et les riches. Tout à fait. Qui sera le méritant et qui fera le nécessaire pour... Et qui donne l'espérance aux pauvres, d'ailleurs, de devenir un peu moins pauvres et quelquefois un peu plus riches. Il y a une ouverture sur l'avenir. Mais à l'époque, j'étais déjà très interrogatif par rapport à ce que la classe moyenne était la disparition de l'esclave. Oui. Je me dis, ça ne peut pas durer. Et je ne me suis pas là-dessus trop trompé.
C'est-à-dire, elle était l'ennemi à abattre pour celui qui recherche le pouvoir. S'il y avait quelque chose qui diluait le pouvoir dans une redistribution, c'était ce principe économique qui était post... vers toutes les années de l'après-guerre, quoi. Oui, c'est quand la masse devient justement un moyen de pression unifié Oui. par rapport à, Oui, on va dire, au patron, hein, c'est un terme assez générique. oui. Ils ont été obligés, justement, les tenants du pouvoir, de réduire cette puissance-là en aggravant, en augmentant un Oui. peu artificiellement le chômage par l'immigration, l'opposition, le dumping social, l'opposition Oui. des pauvres de toute classe, toute ethnie, toute Oui, race, dirons-nous. Oui, Et pour aussi casser les mouvements de grève, la CGT, tout à fait. et comment dire, la manipuler de l'intérieur avec des représentants qui, eux, étaient, Oui. on va dire, à moitié achetés pour garder silencieux Oui. les masses. Oui. Voilà. Et disons que la mondialisation, c'est quand même beaucoup une volonté des plus puissants d'avoir une main-d'œuvre bon marché pour consolider cette puissance. C'est d'unifier les riches de tout pays pour opposer les pauvres de tout pays. Oui. En même temps, la puissance de la CGT et autres empêchait une exploitation, disons, plus radicale par le SMIC et la protection du pouvoir d'achat, qui économiquement est une chose nécessaire. Mais pour beaucoup, elle est l'ennemi, c'est-à-dire ce qui a permis un développement outrancier quasiment et dévastateur de l'immigration, c'est une volonté offerte aux plus puissants et aux plus puissantes des entreprises d'avoir une main-d'œuvre bon marché. Point barre. Oui, et puis ils ont fait de ce sujet qui était un sujet économique, un sujet de société, Exactement. pour masquer en fait la Exactement. véritable chose et créer un tabou sur la question. Oui, je suis d'accord avec toi, Hugo. C'est un sujet économique. Et Keynes aurait été contre. Il était libéral, hein, c'était pas un homme de gauche. Ouais. Il était contre cette corruption de la demande, ce qu'il appelait la demande effective. Parce que tout commence, dans ce que je disais tout à l'heure, dans le développement de la production, par la protection du pouvoir d'achat qui permet à cette production de se développer, de générer un investissement, et tous les principes et les structures élémentaires de l'économique. En fait, tu as raison de le dire, ça n'a rien d'idéologique. Quand ça le devient, et d'ailleurs on prendra n'importe quel économiste, qu'il soit de droite ou qu'il soit de gauche, il dira les mêmes âneries. Il sera incapable de parler. Il a une formation technocratique et le rôle de la technocratie, c'est d'adapter à la puissance et cette entente généralisée à la mondialisation de l'intérêt. D'ailleurs, c'est toute l'histoire des hommes de regarder comment va s'organiser l'intérêt, la puissance et la volonté de puissance autour. Et le développement de la classe moyenne est devenu l'ennemi et une anomalie dans la recherche historique de la puissance qui a guidé la plupart des civilisations. On regarde depuis, il y avait les Grecs, les Phéniciens, tu regardes partout, ce qui prédomine, c'est la volonté de puissance qui devient une classe sociale, mais qui fait surtout partie du désir de l'homme. Si on voit des hommes d'extrême gauche, aujourd'hui, on ne va pas dire non, la puissance, ça ne les intéresse pas, parce que le tyran, il fait toujours ça pour l'amour du peuple. Oui. Tu verras jamais de... Mais aujourd'hui, il y a une corruption. Bon, de toute façon, toi, tu penses que c'est en son essence, je suis plutôt de ton avis par rapport à la politique. Par l'idée, il y a une corruption de l'être. Oui. Mais imaginons dans un monde rêvé que la politique soit là pour aider et guider le peuple. Mais il y a une corruption, en plus même de la fonction politique, qui englobe l'économie. Et désormais, c'est l'inverse. C'est l'économie qui a absorbé le politique. Et aujourd'hui, on a des représentants politiques qui sont gouvernés par des banquiers ou en fait qui sont dirigés par des gens qui, eux, possèdent les portefeuilles. Oui. Et du coup, les autres intérêts qui auraient été dirigés autour de notions qu'on peut aussi remettre en question, la nation, des régions, mais le peuple, au moins, en fait partie quand même. Il y a quelque chose de charnel derrière tout ça. Ça, c'est complètement balayé au profit de est-ce qu'on a un triple A, un double A. Enfin, il n'y a plus qu'une question économique qui dirige le monde politique. Non. La question d'être heureux, le peuple, toutes ces choses. Mais tu sais, Hugo, je pense qu'il n'y a pas de problématique économique. On vit dans une richesse C'est sûr. extraordinaire du fait du progrès technique et le tracteur.
Mais le seul problème, c'est que ce progrès technique et cette richesse enlèvent à l'homme le pouvoir de dominer et Bien la sûr. création de l'esclave qui permet à cet homme de se sentir supérieur. C'est une anomalie. Mais la question, alors, finalement, puisqu'il y a des hommes qui mettent au travail d'autres hommes pour leur intérêt personnel, mais est-ce qu'il n'existe pas, par définition, la volonté propre à l'homme de se soumettre, dans le sens où on trouve moins d'entrepreneurs que de salariés, par essence? Est-ce que c'est parce qu'il y a un conditionnement de l'homme, ou est-ce que c'est parce que l'homme se conditionne lui-même à une forme de soumission? Alors, je ne dirais pas soumission, mais il se conforme lui-même à une forme de domination. C'est-à-dire, ce qui a été l'événement du XXe siècle, c'est la barbarie extraordinaire du marxisme. Oui. Comment ça? Il y en a, s'ils m'entendent, ils vont pas être contents. Ils vont jeter des pavés sur tes fenêtres. Mais moi, je me souviens du temps où Simone Signoret et Yves Montand allaient à Moscou, alors que, je veux dire, Lénine était passé, Staline aussi. Qu'est-ce qu'il leur fallait comme preuve? Une feuille d'impôt. Donc, ceux qui veulent le bonheur des hommes, des autres, et qui ont des principes révolutionnaires en fonction de ce bonheur, d'autant plus que si on regarde de près, et j'incite tout le monde à regarder de près, on regarde que la révolution a eu des principes qui étaient intéressants. Par exemple, j'en parle souvent parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, la proportionnalité. Ça a commencé par la proportionnalité, pour les révolutionnaires de 89, de l'impôt. Avant, on appelait ça la capitation. C'est-à-dire que tu sois pauvre ou riche, tu payais la même somme. Et la proportionnalité est un fondement constitutionnel. C'est-à-dire, si tu es pauvre, tu ne payes pas d'impôt. Si tu es riche, tu en payes un peu plus. C'est valable pour plein de choses qui... Mais ils se sont servis aujourd'hui de cette proportionnalité, ils l'ont dévouée à abattre les classes moyennes. Oui. Aujourd'hui, si on gagne un peu plus que le SMIC, en fait, si on gagne le SMIC, on a des aides. Oui. Si on gagne un peu plus, on paye des impôts. Oui. Mais Oui. on gagne pas assez pour pouvoir acheter des tableaux pour se défiscaliser Oui. comme un riche. Oui. Oui. Donc il y a vraiment un matraquage ciblé et comme une forme de barrière créée Oui. pour que le mouton reste dans sa... Et créer l'aide sociale Oui. qui permette à des gens qui avaient la possibilité, par le fait qu'ils étaient salariés, de gagner un peu plus et de ne pas s'offrir à une marge supplémentaire pour l'entrepreneur. Donc on a fait venir l'immigration pour des gens qui acceptaient d'être mal payés. Et qui, en plus, on va dire, n'avaient pas les connaissances et le bagage technique pour s'opposer sur le plan de la manifestation, d'une quelconque révolte, on va dire, de l'esprit. Bien sûr, voilà, bien sûr. avec la volonté, en venant d'un pays du Sud, Oui. d'accepter ces conditions comme une bénédiction Oui, pour eux oui, et comme oui. une malédiction pour le travailleur français qui se voit dépossédé de Oui. son travail et atomiser le noyau de la masse Oui. pour avoir mener un combat frontal Oui. et opposer les colères entre les Alors, on a les pauvres. consolé le travailleur qui n'avait plus de travail en le payant à ne rien faire. Oui. C'est une bonne consolation quand tu gagnes quand même ta vie alors que tu ne travailles pas. Mais c'est une manière de tuer quelqu'un dans sa réalité sociale et économique. Et surtout, je me souviens de l'époque où on disait les Français ne veulent pas faire ce travail. Mhm. Bon. Et moi, j'aurais ajouté, ils ne veulent pas faire ce travail à ce prix-là. Oui, oui. Alors, qui veut faire ce travail à ce prix-là? Eh bien, venez, les gens Oui. que l'on connaissait du Maghreb et autres, venez, parce qu'eux, ils accepteront tout, puisqu'ils vivent dans des pays extrêmement défavorisés. Bah, eux, ils gagnent 3 ou 4 fois plus que s'ils le faisaient chez eux. Bien Donc, sûr, bien eux, sûr. C'est une bien amélioration sûr. de leurs conditions personnelles, Et pour celui qui accumule une richesse supplémentaire, c'est du pain béni. bien sûr. Il n'a pas l'intention de faire travailler les gens d'une Oui. manière plus coûteuse. Mais on revient sur la problématique que l'économique a englobé le politique, et du coup, ça crée des problématiques sociétales insolvables que les gens qui nous gouvernent décident de résoudre ou pas avec de l'argent. Oui. C'est-à-dire que maintenant, c'est l'idéologie de
dans les banlieues, il se passe telle ou telle chose, on va mettre des sous. L'argent, Non. l'argent, c'est un moyen, c'est pas une fin en soi. Tu as raison. Mais ces gens-là Tu as sont raison. gouvernés et Oui. ils ont fait des études là-dedans. Ça arrange, ils ont été formés Ils ont été, ouais. pour ça. Ils sont, C'est ce qu'on appelle les technocrates, qui vont être les serviteurs cachés de l'accumulation et de la richesse. Je ne donnerai pas de nom, mais on en connaît qui sortent de l'ENA et qui sont formatés pour servir ce que Hegel et Marx appelleraient le capital. Mais je pense que le centre du problème, c'est la volonté de puissance. Oui. C'est vraiment ça le problème. Et ça, c'est pas prêt de passer. Mais ce qui est intéressant, pour qui s'intéresse à l'économie et à l'histoire, c'est de voir comment s'est dérivé tout le XXe siècle et le début du XXIe autour de la transformation sociale par rapport à l'intérêt et la puissance qui pouvait être distribuée à une classe de gens ambitieux et prêts à dominer. Donc, il y a un autre élément moderne, c'est quand même l'information. Ah, ça, c'est une nouvelle quand même extraordinaire, quoi, du fait qu'elle est très accessible. Il y a la télévision, il faut évidemment l'interpréter. Il faut faire attention. Mais comment vont s'organiser cette satisfaction, cette présence et cette perdurance de l'esclave dans un monde fondé sur la volonté de puissance, comment va s'organiser ça ? Et je suis frappé au sujet de l'histoire de considérer que ce monde autour de la puissance et de la volonté de puissance a été un monde religieux. Je pense au début du Moyen-Âge. Et pris ce qui a intéressé le monde la théologie, je dirais, la scolastique du Moyen-Âge, ça a été la nature particulière de toute la pensée grecque du 5e siècle. C'est quoi ? C'est Platon, Aristote, ça a été les traducteurs de d'une vision légitime de cette puissance qu'ils ont transformée en domaine des idées, de la pensée et ils ont réintégré scolastique. Ils ont réintégré la pensée grecque pour leur intérêt propre. Exactement. Autour de l'idéos, comme tu dis. Tu parlais dans le fond, de Brentano, qui était le professeur d'Hegel et de Freud, ce qui est intéressant. Mais qu'est-ce qui a inspiré les philosophes de la fin du 19e ? C'est intéressant. C'était quoi ? C'était le traité de l'âme d'Aristote. Et tu lis le traité de l'âme, il y a des choses intelligentes. C'est un homme intelligent, Aristote. Mais son traité de l'âme, où il a l'audace de parler de l'être, c'est ridicule tellement c'est pauvre. Ouais. C'est une vraie pauvreté. Salut. On est visité quand même pas mal. Hein. Ouais, on a pas mal de fans. Et donc c'est ça qui est prégnant, c'est cette espèce de monde qui est insupportable aux pauvres. Parce que si on prend d'un point de vue strictement religieux, heureux les pauvres en esprit, d'abord. Ensuite, l'exemple dans ce monde-là qui est passionnant à étudier. Aussi, par exemple, ce que disait saint Augustin, il disait ce n'est que... Comment il le présentait ? Ce n'est que c'est posséder le bien d'autrui que de posséder le superflu. Donc on retrouve ce qui est propre à toutes les religions, entre guillemets, politiques et des politiciens. On a même fait des écoles pour ça, c'est-à-dire une forme technique de la consolidation des conditions de l'intérêt et de la puissance dans une vie sociale. Elles sont de gauche et de droite, ni de gauche ni de droite. C'est l'homme dans toute cette vision de lui-même qu'il a totalement déchue, et cette envie de plaire à la loi du père et d'exister absolument comme quelqu'un d'important. Mais en tout temps, quelle que soit la période, quels que soient, on va dire, les technocrates, les gestionnaires des masses, qu'ils soient dirigés par le politique, l'économique, le social, enfin, quelle que soit la forme que ça emprunte,
il existe toujours l'individu qui, lui, a comme forme de représentativité son travail. Et la question que je me posais, moi, c'était à propos donc de l'aliénation. Donc quel que soit le travail que l'on fait, et quelles qu'en soient les raisons qu'on y ait été forcé, que l'on soit payé à juste titre ou pas, qu'est-ce que ça représente pour l'individu, le travail? C'est ça la question que je te pose. Et puis, on arrivera sur l'aliénation. Il n'y a peut-être pas un travail, il y a des travails. On regarde le VIe siècle à Athènes, ça a été la réforme de Solon, ça a été le fait d'abandonner toutes les dettes des gens un peu en situation difficile, des agriculteurs en particulier. On se dit, tiens, ça pourrait être au XXe siècle, faire une loi pour abolir certaines dettes qui empêchent le... Comme Mussolini? Oui, mais oui, aussi. Je te dis, on retrouve ça partout, quelle que soit cette sublimation. Et ce coloriage, j'appelle ça du coloriage, de droite, de gauche, de s'intituler ceci, cela. Il y en a certains, surtout aujourd'hui, qui par exemple n'ont pas un amour particulier pour le monde arabe, mais qui vont promouvoir cet intérêt supposé du monde arabe à des fins électorales. Mais ça, c'est tout le monde fait ça. Et en définitive, on le retrouve au VIe siècle. La réforme de Solon, ça a été très important, parce que ça met en évidence le commerce maritime, qui était le commerce de la Grèce, en face des Phéniciens, etc. Il y avait des marchés à capter, il y avait la monnaie grecque qui était, et la culture grecque, la culture dominante et véhiculaire, dit-on, comme langage. Donc, on retrouve les mêmes réalités, sous des formes évidemment un peu différentes. Le progrès, on en parlait tout à l'heure, le progrès technique a transformé et changé beaucoup le fait que le pauvre ne pouvait pas exister facilement, puisqu'il y a un développement. Mais il y a une aliénation sociale qui a sauté avec le progrès technologique. C'est ça. Notamment, ça a changé le rapport de la femme au monde du travail. Ah oui. Avec l'arrivée du lave-linge, du lave-vaisselle. Mais oui. Et ça a fait gagner un temps fou. Oui. Et il a fallu justifier, finalement, la fonction. Oui. Donc la fonction de la femme, elle était au foyer. Le foyer a été libéré, sa fonction a été prise en charge par la robotisation, la mécanisation. Oui. Et du coup, on s'est aussi servi, par contre, de l'émancipation de la femme parce qu'elle aurait pu aussi passer ce temps-là, non pas aller au travail, mais à penser le monde. Oui. C'est une fonction tout à fait noble. Quelquefois, elle le fait. Oui, fait des études. Mais il aurait été plus dangereux d'avoir des femmes libres de penser que des femmes obligées de travailler et se mettre en concurrence aux hommes. Tu as raison. Mais il faut maquiller ça par du sociétal en prétextant que les femmes ont vaincu les hommes d'une contrainte qu'elle leur aurait fait subir, qui existe sous différentes formes, mais j'imagine pas sous la forme complotiste. J'entends bien des féministes qui disent qu'en gros, il y a un assemblage des hommes, de tous les hommes, qu'ils soient pauvres ou riches, contre la liberté des femmes, alors que quelle liberté d'aller travailler à la chaîne pour passer des articles et rentrer fatigué et que son enfant a été gardé par une autre femme qui a été aliénée de garder un enfant qui n'était pas le sien. C'est le serpent qui se mord la queue. Mais en tout cas, ça arrange encore une fois ceux qui nous chaperonnent. Il a fallu trouver une fonction. Mais il y a quand même toujours la fonction qui habite l'homme. C'est pour revenir à l'idée de qu'est-ce qui nous détermine. C'est très intéressant. Je suis complètement de ton avis sur la fonction. Parce que la question fondamentale, qui ne paraît pas fondamentale, mais qui l'est, c'est celle-ci: qui va faire la bouffe à midi? Alors je vais me prendre mais cette disparition, la femme, d'une certaine manière, c'est un des arguments de ceux qui défendent les femmes. Et bravo, bien que le but n'est pas réalisé, il n'est pas près de l'être. Mais là, l'aliénation de la femme et la disparition du féminin dans la maternité, c'était quelque chose de sacré. Là, il y avait une fonction, et c'est ce que tu as souligné, Hugo, et je suis bien de ton avis, l'être disparaît dans la fonction. Et tout le monde est d'accord pour confondre l'être à la fonction. On revient à l'Idios de Platon. C'est ça, c'est-à-dire l'être, c'était cette réalité de l'être qui est indissociable du nivellement dans l'idéos. C'est un nivellement.
pour Platon. Il n'a pas tort de dire que c'est un nivellement. Mais il dit que l'être est assigné à l'idée. C'est passionnant. Et quel est celui qui a contesté, dans le fond, le plus profondément ça? Quelqu'un dont on considère qu'il a été un héros sur le champ de bataille. C'est celui qui a dit « Je sais que je ne sais rien ». C'est une explosion en plein vol de cette fonction de l'idée et de dialectique comme agent de la puissance. On ne sait rien. Et je répète toujours la même histoire, mais qui est remarquable parce que c'est unique dans l'histoire de la pensée. L'homme le plus ignorant est celui qui pense qu'il ne l'est pas. Mais c'est magnifique. Mais ça lui a coûté la vie. Il est mort, fallait le détruire. Il vient dire à ce monde construit autour de « nous on a raison et les pauvres ont tort, c'est pour ça qu'ils sont pauvres ». Et nous on est sélectionnés dans ce monde-là pour dominer. Eh bien, ceux qui disaient ça, quelqu'un leur dit, quelqu'un d'important, que l'homme ne sait rien et que dans le fond, il ne peut pas se prévaloir de la connaissance ou d'une importance personnelle et qu'il est un ignorant. Eh bien, je pense que il devient l'ennemi, mais majeur. Aujourd'hui aussi, je pense que ce n'est pas une question d'époque. Aujourd'hui, si on développe l'idée, la pensée autour d'une idée et la forclusion de l'idée, dirait Lacan, eh bien, on crée un précédent qui nous coûtera très très cher. C'est inacceptable pour la formation sociale et l'intérêt et la puissance dont tu parlais. L'homme a besoin d'être un héros à ses propres yeux, c'est-à-dire de disparaître dans l'objet, parce qu'il a été élevé pour ça et comme ça, et qu'il veut être l'objet attendu. Est-ce que tu penses qu'il existe une aliénation dans le travail pour convenir à la fonction et au regard de la société? Les hommes, finalement, ils y vont parce qu'ils existent comme ça. Ils s'imaginent exister aux yeux du regard des autres, justement. Je pense qu'il y a une aliénation du travail, comme il y a eu une aliénation du chômage. Oui. L'important, c'est que l'être disparaisse. Oui, c'est un seul et unique déterminisme qui fait de nous notre... C'est la soumission dans l'objet à un impératif social qui est celui de faire naître le héros et le puissant. Et je regardais ça un petit peu ce matin, mais Hegel, lui, il dit qu'il y a une aliénation fondamentale dans le travail, mais qu'il y a aussi une sorte de rédemption dans cette aliénation, parce qu'en s'approchant de l'aliénation, on finit par se perdre, mais apprendre à se retrouver aussi, en quelque sorte. Là où chez Marx, qui était son collègue, il était persuadé qu'il n'y avait qu'aliénation derrière la notion de travail. Encore une fois, provenant de la bouche de quelqu'un qui n'était jamais sorti de son salon. Voilà, toujours des idées bourgeoises assez justement monodéterministes. Et qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses... Comment dire? Est-ce qu'on peut avoir une fonction professionnelle qui nous libère de ce qu'elle nous détermine, finalement, si on ne cherche pas à être déterminé en tant que, je ne sais pas, carreleur, n'importe quoi, mais qu'on trouve quelque chose, on s'élève à soi-même dans la fonction, malgré soi. Au début, on commence, c'est aliénant parce que c'est du travail, c'est fatigant, et on exprime une part de notre être, voire la totalité de notre être, par une fonction qui n'est qu'une partie de nous-mêmes à l'échelle de notre quotidien. Mais tu l'as dit, par une fonction. Oui. On n'est pas réduit dans l'être par la fonction. Oui. Et ça peut être le même travail. Mais certains sont faits pour s'épanouir, c'est ce que Spinoza dit. Il y a une volonté d'épanouissement dans l'être. Naturel, c'est son fameux Deus sive natura, c'est-à-dire la nature porte l'homme à être lui-même dans cet épanouissement-là. Et si un travail, et ça doit être juste ce que tu dis, il y a toujours un travail qui correspond à un désir de l'être. Pour Spinoza, c'est le désir. Si ça correspond à une aliénation, c'est qu'on n'est pas à sa place. C'est simple, hein? Et tu penses qu'il y a beaucoup de gens à leur place? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Parce qu'il y a cette idée de se punir d'être. Elle leur vient
d'un message parental. T'es pas comme il faudrait que tu sois. Regarde-moi, moi je suis comme il faut être. Mais toi t'es pas... Je me souviens d'un ami commun que nous avons, avoir rencontré sa mère, qui en peu de mots, me dit c'est bien que vous l'ayez boosté. Je lui ai rappelé que je ne pouvais pas me booster moi-même et il était hors de question que je booste qui que ce soit. Mais t'as vu, en quelques mots, elle lui dit qu'il n'est pas comme il faudrait qu'il soit, que c'est un handicapé. Elle le dépossède de toute capacité de s'en sortir soi-même alors que c'est le seul moyen. Oui. Ça veut dire que le soleil, c'est elle. C'est plus lui. Alors ça porte l'effort pariétal, ce que j'appelle, c'est-à-dire l'accouchement. Il est curieux chez Socrate que l'accouchement soit justement lié à une vision de soi, je veux dire, de pauvre, je veux dire, d'éloignement et de renoncement aux certitudes, de l'ignorance. C'est extraordinaire que la naissance et l'accouchement soient liés à ça chez Socrate. Mais c'est rare. Qui parle au jour où la femme est enceinte? Elle s'est trouvée un géniteur quelconque pour elle. L'événement, elle est enceinte et elle accouche de son enfant. Qui parle de la naissance, du pouvoir de cette mère dans la maternité contre son destin de femme qui disparaît dans l'objet? Et la fonction, tu dirais, Hugo. L'objet, c'est la fonction. Quand tu disparais dans l'être, si tu fais un travail qui correspond, on y revient, c'est un épanouissement qui a un rapport, une analogie, dirait saint Thomas, une analogie de l'être. Mais il n'a pas précisé ce qu'était l'analogie de l'être. C'est certainement le pouvoir, la scolastique médiévale chez lui. Mais sinon, s'il n'y a pas un bonheur, c'est certain qu'il y a un avortement de l'être. Et curieusement, l'accouchement de la femme, c'est la mort de la mère, c'est la mort de la femme. Et en ça, l'accouchement n'est rien que la naissance de l'objet. La vie a disparu déjà. C'est ce que Lacan appelait la forclusion, très justement. Et on le retrouve après dans le père symbolique, le père imaginaire et le père réel, les trois pères dont il parlait. Acteurs de cette forclusion, ça peut être une réflexion dont on parlera plus tard. Il n'empêche que personne, mais personne ne va dire qu'une femme en accouchant accouche de la mort. Personne. Oui. Est-ce que tu penses, je revenais à la notion de travail et de non-travail, est-ce que l'homme doit nécessairement travailler? J'entends pas dans la forme aux yeux de la société, mais est-ce que ce qui fait un homme, c'est ça aussi? Est-ce qu'on peut s'en sortir sans travailler? Je parle pas aux yeux de la société, tu vois, je parle à ses propres yeux. Oui. Est-ce qu'on peut exister sans la fonction, justement? Ou est-ce que c'est pas en soi une fonction? Oui. L'accouchement est pariétal, ceci que c'est avant l'accouchement, il y a un travail, ce qu'on appelle un travail chez la femme et tout est travail. La naissance, c'est un travail. Moi, je me souviens, je t'en avais parlé de cette rencontre avec l'ermite de Judée, qui était si tendre de cet homme. Mais on sentait que chaque journée, il m'en a pas parlé, mais que chaque journée est un travail, alors qu'il était dans la loisiveté. On aurait pu penser qu'il était dans l'oisiveté totale. Le travail, c'est aussi percevoir cette dimension du travail dans le fait de ne rien faire. Et c'est très important, parce que le travail, tu dis en dehors de toute représentation, mais c'est toujours une représentation. Et ce qui est aliénant, c'est la volonté de soumettre l'être à une fonction dont tu parlais tout à l'heure, Hugo, très justement. C'est ça qui est aliénant. C'est pas le fait de faire, du faire ou du non-faire. Parce que dans le fond, quelqu'un qui lit, il se fait plaisir. Et quelqu'un qui fait des études où il y a beaucoup de lecture, il se fait plaisir. On dirait pas qu'il travaille pas. Mais si, il travaille pas. À la manière dont tu parlais, c'est-à-dire cette soumission à la fonction. À l'image de la représentativité sociale. Voilà. Ouais.
Voilà. Donc lire, si on dit bouquiner, c'est tiens, lire, écrire, c'est pas un travail. On le dit quelquefois dans le langage populaire, c'est pas un boulot ça. Et ben pourtant faire des études, si c'est ponctué par une licence, une agrégation, oui, ne rien faire devient une œuvre de fait. Donc c'est très difficile. Qu'est-ce que c'est que le travail ? Et je veux dire, celui qui nous conduit, c'est une fidélité du nom que nous portons à ces racines dans l'être qui nous accomplissent dans le bonheur d'être. Et cette vision de soi réelle, c'est-à-dire l'admiration et la contemplation de soi. Et en soi, finalement, rester dans un métier aliénant, donc faire du surplace pour soi-même dans l'être, c'est un non-travail. Je ne sais pas, parce qu'il y a des personnes qui trouvent une liberté personnelle, qui aiment ce qu'ils font. Et il y a des personnes qui se retrouvent curieusement dans cette aliénation. Alors on peut réfléchir sur la fonction de l'aliénation. C'est peut-être ça le sens de « heureux les pauvres en esprit ». Cette pauvreté, c'est dans le fond ne plus avoir de reconnaissance de la part de la société. C'est le serviteur souffrant d'Isaïe. On n'est pas reconnu, on est un ouvrier pour faire court, on se sent nul vis-à-vis de soi-même. Alors on pourrait parler de l'aliénation. Mais l'aliénation, elle est comme la marée, elle est balayée par la question centrale du fait, est-ce qu'on est admiratif de soi ? Est-ce qu'on est heureux d'être soi ? Ça ne peut être que dans l'être. On vous a dit le contraire, qu'on n'était pas comme il faut. Il fallait changer ça. Mais la vraie question, c'est ça. C'est pas ce que disent les autres. C'est même pas les contraintes qui vont nous imposer. Cette liberté est bien plus profonde. Je m'emmerde à mon boulot, il est pas agréable, mais il faut bien que je me paye mon loyer, etc. C'est normal de penser ça. Mais qu'est-ce qu'il en est du mépris de soi ou de l'admiration de soi ? C'est pas pareil, se voir et se reconnaître dans le merveilleux que l'on est. C'est pas pareil, ça change tout. Quand quelqu'un vous a répété que comme vous étiez pas bien, et que dans le fond vous êtes quelqu'un de médiocre, quoi qu'il en soit, vous allez commencer à le croire, et même si vous ne le croyez pas, vous allez vous forcer à le croire pour rester dans la relation. Il vaut mieux que mon père me méprise et de penser que je suis méprisable, puisqu'il sera content, puisque son but, c'est de me voir comme tel, comme méprisable. Et c'est ça, dans le fond, dont il pense que ça va le valoriser à ses propres yeux, de trouver plus misérable que lui. Et ce travail va se faire dans l'éducation, ce qu'on appelle l'éducation. Et l'enfant va sortir de ce monde-là pour devenir un adulte, et il va garder comme quelque chose d'un impératif le fait qu'il est nul et méprisable. Pourquoi ? Parce que ce sont les conditions de maintenance de la relation à des conditions catastrophiques pour soi, mais qui valent mieux qu'une rupture avec cette même relation. Et la réalité, c'est naître, c'est se séparer. Et ce que disait Françoise Dolto au sujet de la bonne mère, c'est une mère dont on se sépare facilement. Mais cette réalité de séparation, elle mériterait évidemment qu'on passe beaucoup de temps dessus. Elle est quelque chose qui fait qu'on ne se sent pas en situation de bonheur et de paix surtout. Voilà, on a l'impression que quand l'enfant est imprégné de cette réduction de l'être à l'objet en lui, il ne pourra plus exister qu'avec ce ressenti profond que dans l'être, il est en danger. Et il ne sait pas qu'il est en danger parce qu'il ne lui est pas permis d'être lui-même. C'est pour ça que, même dans la religion des Hébreux, il y avait comme fondement, quand Dieu parle à Abraham, qui est l'image de l'homme errant, et d'un peuple errant, il lui dit bien l'ekléka, c'est-à-dire va vers toi-même. Et c'est le centre de tout, ce va vers toi-même. Est-ce que tu penses que s'il y a une majorité de gens qui font un métier qu'ils n'aiment pas, c'est pour reproduire inconsciemment ce discours qu'ils portent vis-à-vis de leurs propres parents ? Oui. Et que finalement le patron, c'est la loi du père en quelque sorte. Oui. Et c'est intéressant ce que tu dis, c'est que dans le fond, l'humiliation de soi et la réduction de soi dans le travail est l'incarnation
du fait qu'on parvient à être son propre ennemi. C'est ce que tu veux dire, je pense, Hugo. Et je suis complètement d'accord avec toi. C'est une composition, la volonté. C'est peut-être pour ça que Brentano, à la fin du 19e, a repris comme professeur d'Hegel et de Marx cette idée de la scolastique médiévale qu'on appelait l'intentionnalité. Je crois que l'intentionnalité du point de vue de saint Thomas d'Aquin, c'était dire on a l'intention d'être pécheur, il faudrait bien qu'on obéisse quand même à l'Église pour se restaurer et se sauver de notre misérable condition. C'est l'épouvantable scolastique du médiéval. On trouvait normal de tuer les gens et de les mettre dans des conditions d'autodestruction et de mépris d'eux-mêmes. C'était une question de puissance et de pouvoir. Mais cette perdurance, dans le fond, dont tu me parles, c'est-à-dire construire les conditions de sa disparition dans l'être pour le plaisir qu'on apporte à être l'objet attendu, c'était l'objet qui n'a plus de vie, dans le fond, eh bien c'est certain qu'on essaye il y a une intentionnalité. Voilà, elle a été considérable dans le développement et je dirais l'influence du traité d'Aristote, du traité sur l'âme, parce que petit à petit, il en vient à penser que la dialectique est quelque chose qui nous sauve de notre condition de misère intellectuelle, donc de misère en elle-même tout court. Et c'est resté un principe aujourd'hui de la philosophie, c'est-à-dire qui est une école de la puissance qui fait quoi ? Eh bien, qui bavarde autour, comme l'a fait Platon dans ses œuvres. Il y a beaucoup de bavardage. Mais qu'est-ce qu'il avait ? Quand tu regardes dans la réalité, Platon, il n'a pas du tout entendu son maître Socrate, mais pas du tout. Il est parti dans des idées. Tout a été colonisé par l'idée et l'image de lui-même dans la puissance. Et quand il est mort, enfin c'est ce qu'attendait Aristote, qui était son disciple à lui, et quand il est mort, Aristote, il attendait une chose, c'est de devenir le patron de l'Académos qu'avait créé Platon, etc. Je veux dire, il y avait le centre, était cette ambition qu'ils avaient dans la puissance, de se réaliser dans l'objet de la puissance. C'est tout. Et la seule ambition qu'on puisse avoir dans le travail, c'est de se libérer de l'aliénation en rentrant dans une discipline professionnelle qui correspond à l'essence de notre être. Alors là, tu as dit, c'est la parabole des talents dans l'Évangile, c'est-à-dire si on est fidèle aux talents que l'on porte en soi naturellement et aux dons qui sont les siens, on se fait naître dans cette vraie naissance qui est la puissance de l'être en soi, qui nous désigne, nous nomme, et vis-à-vis duquel on est quelqu'un de précieux à ses propres yeux. Ça a l'air simple comme ça, mais pour la plupart des hommes, c'est l'ennemi, puisque le bourreau va se trouver seul avec sa puissance de destruction de l'être. Et donc on va se retrouver libéré, mais on n'est plus dans la relation. Et ça va très très loin, puisque c'était l'ennemi, dans le fond, la parentalité au sens évangélique, c'était l'ennemi de l'être. Qui ne hait pas son père ou sa mère ne peut pas me suivre, disait Jésus, par exemple. Ou son patron. Oui, ou son patron. Et quand tu disais, c'est la reconsidération des conditions de la perte de l'être dans l'objet, le patron, le travail. On pense que c'est la fatalité, comme Marx, mais qu'est-ce qu'a reproduit le marxisme ? Exactement la même chose. Mais la vérité, c'est que c'était pas ça le problème. Le problème, c'est que je veux dire, rien ne nous a fait naître, mais tout nous a incités à disparaître, surtout, et que nous sommes morts à nous-mêmes, comme étant notre propre ennemi. Et vous, est-ce que vous aimez votre travail ? Laissez-nous en commentaire. Si vous voulez vous suicider quand vous allez au boulot, voilà, vous avez une piste de lecture. Ah oui, oui. Voilà. Vous êtes justifié. Voilà. Vous en parlez à vos parents. Qui vous diront, mais non, reste au boulot, c'est important. Oui, il faut que tu travailles, il faut que tu aies de bonnes notes. Dis bonjour à la dame. Enfin, il y a une panoplie de la dialectique, de la sublimation, de la mort, qui est magnifique. C'est important d'être en CDI, c'est la sécurité. Oui.
Par rapport à la société, c'est important. Ah oui. Regard des autres. Et puis pour s'acheter une maison, avec l'accumulation, on y revient aussi. Oui. Très bien. Bon, je pense qu'on a fait un tour assez... Oui. Ça répondait à la question exhaustif. initiale un peu, non peut-être. Oui, je pense qu'on a soulevé en tout cas des questionnements autour du travail, de l'aliénation et de la justification des masses par rapport à... Je voudrais conclure d'ailleurs sur le fait, pour répondre un peu à ta question, c'est que je n'ai pas eu le sentiment d'avoir choisi le travail. C'est plutôt lui qui m'a choisi, et ça a été une passion. Parce que c'était une rencontre, c'était pas produire ou à obéir à un patron. D'ailleurs, j'étais réputé pour rendre les patrons craintifs. Parce que je faisais absolument ce que je voulais dans une volonté personnelle, dont le but était la rencontre avec les autres, qui a été quelque chose de passionnant. Mais il n'y en a pas beaucoup. Au départ, dans le fond, j'étais pas dans cette perspective du tout de logique. Mais c'est, quand je dis le destin m'a choisi, dans le travail exactement qui était celui de mon désir, ça me paraissait important de rencontrer les autres dans cette interrogation. Et j'ai été heureux dans mon boulot. Et il n'y a pas un seul patron qui m'ait embêté. Oui, voici les paroles d'un homme qui a exercé professionnellement dans les années 60, 70 et 80. C'est vrai. C'est un autre monde, ils l'ont réformé depuis. Oui, tu penses. Ouais. Mais enfin, ça ne m'intéresse pas. Mais il est toujours possible de pouvoir exercer avec passion si on a le courage de s'opposer à toute forme d'autorité. Oui. Voilà. Bon, écoute, c'était sympa, Pierre. Oui, je te dis à la prochaine fois, c'est-à-dire la combien ? Ce sera la 20e. Peut-être qu'on va fêter ça, non ? Oui, voilà. Une 20aine de bougies. Je suis un Libanais. Ah, peut-être. Un restaurant. Tiens donc. On pourra même faire l'émission directement au restaurant. Ah oui, ce serait bien. Pourquoi pas ? Ce serait bien. Bon, allez, salut tout le monde. Allez, salut tout le monde. Merci d'avoir traversé ce jardin en notre compagnie. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner, de le liker et de le partager. Pour y participer en nous soumettant vos questions, c'est simple. En description se trouvent nos contacts. Et revenez quand vous voulez, la porte reste entrouverte. J'ai vu l'enfer, j'ai peur sans arrêt, je veux pas mourir. Une telle souffrance. Tout dépend de la façon dont tu regardes les choses. Alors ne t'en fais pas, hein. Si tu as peur de la mort, si tu te cramponnes trop, tu vois des démons qui t'arrachent à la vie. Mais si tu as fait la paix en toi, alors ces démons deviennent des anges qui t'affranchissent du poids de la terre. D'accord ? Bon, relax.